Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er décembre 2025 et notre cher ami, le professeur Geoffrey Roberts, est avec nous. Bon retour parmi nous, Jeff. Merci. Merci pour l'invitation. Ravi de te revoir, Nima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et Jeff, je me souviens, tu sais, nous avons parlé de la guerre en Ukraine à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2025 et nous approchons des 4 ans de cette guerre dévastatrice en Ukraine. Comment vois-tu la situation actuelle en ce qui concerne les négociations du côté des États-Unis? Nous savons que demain, Steve Witkoff sera en Russie pour discuter avec des responsables russes, dont Vladimir Poutine. Quelle est selon toi la position des Européens? Quelle est la position des États-Unis et comment pourraient-ils parvenir à un accord avec la Russie? Comment ça serait-il possible? Je suis content que vous ayez mentionné la date, lundi 1er décembre, et la réunion de demain à Moscou entre Poutine, Witkoff et aussi Jared Kushner, si je ne me trompe pas. Parce qu'en réalité, c'est la réunion ou les réunions de demain qui sont cruciales. Après cela, nous aurons une idée beaucoup plus claire pour savoir si cette soi-disant proposition de paix, ce plan de paix, va fonctionner ou non. L'une de vos questions est très facile à répondre, celle concernant les Européens. En gros, ils ont essayé de torpiller cet accord, de le saboter. Ils ne veulent pas que l'accord aboutisse. Ils veulent que la guerre continue encore un peu. Ils en ont parlé aux Américains et ont tenté d'introduire des amendements au soi-disant plan de paix en 28 points, ce qui reviendrait à l'annuler et à en faire un plan de paix impossible. Mais ils ont échoué. De toute évidence, les Américains ont écouté. Les Européens ont fait tourner cela en disant « Oh, eh bien, nous avons élaboré un plan qui consiste en ceci, cela et autre chose. » Mais il ne m'a pas semblé que la contribution européenne ait eu le moindre impact sur ce processus. Et elle n'en aura pas. Les Européens ont été mis à l'écart. Maintenant, en ce qui concerne tous les autres acteurs de ce processus, les choses sont un peu plus compliquées. Mais il y a certains éléments, je pense, qui sont assez clairs. Nous savons qu'il existe cette proposition de paix, n'est-ce pas? Elle a été conçue par les Américains en consultation avec les Russes. D'accord, je pense que c'est important. C'est une proposition américaine, n'est-ce pas? Mais elle n'aurait pas été formulée et présentée de cette manière si elle n'avait pas obtenu un consentement substantiel de la part des Russes, n'est-ce pas? Le deuxième point est le suivant. Ce n'est pas le genre de plan qui est apparu de nulle part. Cela a été une certaine surprise pour tout le monde, dans une certaine mesure. Mais en réalité, vous savez, ce n'est pas un plan nouveau. Ce n'est pas une nouvelle proposition, n'est-ce pas? Vous savez, ces consultations, ces discussions entre les Américains et les Russes durent depuis longtemps, bien avant même le sommet de l'Alaska. Et en fait, au moment du sommet de l'Alaska, d'après ce que je comprends, les Américains et les Russes avaient déjà un large accord sur un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais Trump, en Alaska, ou les Américains en général, n'étaient pas disposés à approuver l'une des exigences russes cruciales, à savoir que les Ukrainiens se retirent des zones du Donbass qu'ils occupent encore, n'est-ce pas? Mais évidemment, ce problème, cet obstacle à un accord, a été levé parce que bien sûr, l'un des points fondamentaux de ce plan américain inclut précisément cela. D'accord, mais alors, vous savez, le processus a été assez long. Bien sûr, il est toujours en cours. Au fil du processus, les positions et propositions politiques ont été modifiées et affinées, notamment, je m'y attends, à la suite des récentes discussions des Américains avec les Ukrainiens, à la fois à Genève et plus récemment en Floride.
Mais je ne vois aucun signe qu'il y ait eu une transformation fondamentale dans la nature du plan par rapport à celui qui a été rendu public, le plan de paix en 28 points. Je suis sûr qu'il y a eu des modifications, des ajustements. Je suis certain qu'il y a eu pas mal de concessions aux exigences et aux sensibilités ukrainiennes, mais je ne vois aucune preuve d'un changement fondamental. Et puis, l'autre élément important ici, bien sûr, c'est que Poutine, le côté russe, a déclaré que ce plan dont ils ont maintenant reçu une copie constitue une base appropriée pour des discussions pour un règlement de paix. Et c'est pour cela que Vitkov et Kushner sont à Moscou. Voilà, et c'est de cela qu'ils vont parler. Je pense que l'autre point que j'aimerais aborder à propos de la proposition américaine, c'est qu'il s'agit en réalité d'un très bon plan, dans le sens où c'est une très bonne affaire pour les Ukrainiens. Les Américains, Trump, ont réussi à obtenir des Russes un grand nombre de concessions favorables à l'Ukraine. Je pense que la partie américaine, Trump, a très bien joué ses cartes et qu'ils ont élaboré un accord qui ne pourrait pas être meilleur du point de vue des Ukrainiens. Donc, tout ce discours dans les médias occidentaux sur Trump qui aurait capitulé face aux exigences maximalistes de la Russie est complètement faux. Ce que la proposition américaine incarne, c'est en réalité une version édulcorée du programme minimaliste des Russes. C'est ce que les Américains ont véritablement accompli. L'un des points, vous avez mentionné la question des concessions territoriales. Mais Jeff, dans ce plan, nous ne savons pas quelles modifications ont été demandées par les Européens, conjointement avec les délégations ukrainiennes à Genève ou en Floride. Selon vous, quelles sont les questions les plus sensibles dans le cas du plan en 28 points des États-Unis? Eh bien, nous ne pouvons nous baser que sur ce qui a été rapporté dans les médias. Et ce qui a été rapporté, c'est que les Européens ont tenté d'annuler les éléments territoriaux et sécuritaires des 28 points, qui sont les parties les plus importantes du plan. Mais, pour autant que je puisse voir, ils n'y sont pas parvenus. Et ils n'y sont pas parvenus parce que si les Américains faisaient réellement ce que les Européens veulent qu'ils fassent, cela tuerait complètement le plan. C'est tout à fait clair, et les Américains le savent, que la Russie n'acceptera pas ce que les Européens essayent d'obtenir là-bas. C'est pourquoi, bien sûr, les Américains ont dès le départ élaboré un plan qui implique diverses concessions territoriales aux Russes. Les Américains savent donc exactement quelle est la situation. Je ne pense donc pas que nous devrions trop nous préoccuper des manœuvres européennes. Comme je le dis, je ne pense pas qu'elles aient réussi. Si elles avaient réussi, alors toute l'affaire aurait été une mascarade, une perte de temps, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que ce soit le cas. Je suis sûr que les Ukrainiens, eux aussi, ont essayé d'obtenir des changements fondamentaux dans les aspects territoriaux et sécuritaires de cette affaire. Les concessions territoriales, le retrait de leurs forces du Donbass, ainsi que toute la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et ensuite toute la question de la sécurité américaine. Je suis certain que les Ukrainiens ont essayé de faire la même chose que les Européens, mais les Ukrainiens doivent avancer avec beaucoup plus de prudence, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent que s'ils rejetaient ouvertement le plan américain, les Américains se retireraient du processus et ils se retrouveraient livrés à eux-mêmes. J'imagine donc, et j'en suis sûr, que les Ukrainiens, dans ces discussions, ont exposé leur position bien connue en ce qui concerne les questions territoriales et de sécurité. Mais je m'attendrais à ce qu'ils se soient concentrés sur les domaines où ils peuvent réellement discuter avec les Américains, où ils peuvent obtenir certaines concessions et réaliser quelques avancées. Car ils voudront donner l'impression d'être constructifs,
n'est-ce pas? Je pense donc qu'ils se seront concentrés sur les domaines où ils peuvent mettre sur la table des contre-propositions qui peuvent être assez raisonnables et susceptibles d'être discutées avec les Russes quant à ce qui va se passer ensuite. La grande question, à mon avis, c'est que tous les signes dont nous disposons pour le moment suggèrent qu'il y a eu cet accord russo-américain. Cet accord a évolué de diverses manières, mais il reste plus ou moins intact. Et à l'issue de ce processus, il y aura un accord russo-américain. Il ne sera peut-être pas exactement identique à ce plan en 28 points qui a été rendu public, mais je m'attends à ce qu'il soit similaire, n'est-ce pas? Donc si vous me demandez de me prononcer à ce stade, je dirais que tous les signes indiquent un accord de paix russo-américain concernant l'Ukraine. Ce que je ne sais pas, ce dont je suis encore moins sûr, si vous préférez, c'est comment les Ukrainiens vont réagir à cet accord. Vont-ils l'accepter ou vont-ils le rejeter et continuer à se battre? À mon avis, ce n'est pas très clair. Peut-être que ce n'est pas clair. Peut-être que parmi les Ukrainiens eux-mêmes, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire au moment de prendre leur décision. S'ils vont accepter cet accord de paix russo-américain ou choisir de le rejeter et de continuer à se battre. C'est une grande décision pour les Ukrainiens et un choix difficile, car bien sûr, s'ils acceptent un accord, en supposant qu'il soit semblable à celui qui a été rendu public, avec des concessions territoriales, des retraits, l'absence d'adhésion à l'OTAN, l'Ukraine comme État neutre, et toutes les autres dispositions qui touchent à la politique intérieure du pays. Une fois qu'ils l'auront accepté, cela provoquera une énorme crise interne en Ukraine même, une crise politique et sociale. Et qui sait quel sera le résultat de cette crise? La réflexion ukrainienne pourrait être la suivante. Eh bien, d'accord, si nous rejetons cet accord et que nous nous retirons, nous savons ce qui va se passer. La guerre va continuer et il y a de fortes chances que dans quelques mois, nous soyons contraints de l'accepter, que cela nous plaise ou non, voire quelque chose d'encore pire. Mais si nous acceptons l'accord actuellement sur la table, cela va provoquer une énorme catastrophe intérieure pour nous. Alors autant tenir bon et continuer à se battre dans l'espoir que quelque chose se produise, qu'un changement survienne. Mais c'est un choix très difficile que les Ukrainiens doivent faire quant à savoir s'ils doivent ou non accepter un accord. Je pense que ton point est très important, parce que tu as dit que c'est un choix difficile pour les Ukrainiens. Mais le temps n'est pas de leur côté. Tu sais, le temps ne les aide pas. Au fil du temps, ils vont perdre davantage. Comment vois-tu l'Europe? Pourquoi est-ce si difficile pour l'Europe de comprendre cela? Ou bien est-ce qu'elle ne se soucie tout simplement plus de l'Ukraine? Ils veulent poursuivre la guerre. Selon tout calcul rationnel, pragmatique et réaliste, les Ukrainiens devraient accepter l'accord, car ils perdent la guerre de manière très grave. Ils font face à une défaite militaire importante. Vous savez, oui, ils vont se retrouver dans une situation pire, peut-être bien pire, dans un avenir proche qu'ils ne le sont actuellement. Par exemple, en ce qui concerne l'aspect territorial de l'accord. D'après ce que nous comprenons, les Ukrainiens retireraient leurs forces des parties du Donbass qu'ils occupent encore, et ces territoires seraient transférés sous la juridiction de la Fédération de Russie, n'est-ce pas? D'accord. Donc, jusqu'à présent, l'Ukraine a dit non, elle ne va pas le faire. Elle n'est pas prête à céder ce territoire. Mais dans le plan tel qu'il est conçu, ce qui est censé se passer, c'est que les Ukrainiens se retirent de ces territoires, n'est-ce pas? Ces zones deviennent alors une zone démilitarisée. Oui. Ainsi, les Russes obtiendraient une forme de souveraineté sur elles, pour ainsi dire, ou de juridiction, mais elles ne seraient pas placées sous occupation militaire russe.
Maintenant, si les Ukrainiens rejettent l'accord de paix et continuent de se battre, ce qui va se passer, c'est que, militairement, les Russes vont, d'accord, cela pourrait prendre quelques mois, mais tôt ou tard, les Russes vont avancer dans ces territoires, les parties non occupées du Donbass. Ils vont les occuper militairement. Mais si cela se produit, les Russes ne vont pas ensuite se retourner et dire « Très bien, nous allons transformer ces zones en zones démilitarisées ». Cela n'arrivera pas. Si la Russie est contrainte d'envahir ces territoires, de se battre pour eux et de les occuper militairement, elle restera en occupation. Et puis, l'autre partie de l'accord, actuellement sur la table bien sûr, c'est que les Russes, selon le plan en tout cas, sont censés accepter de retirer leurs forces des zones d'Ukraine qui ne font pas partie des 4 provinces qu'ils ont revendiquées, Zaporizhia, Kherson et les 2 oblasts du Donbass, n'est-ce pas? C'est donc ce genre de donnant-donnant. Eh bien, si les Ukrainiens rejettent l'accord, ils vont aussi perdre cette concession. D'accord. Donc, sur une base rationnelle, ils devraient accepter l'accord. Mais ce n'est pas forcément une décision entièrement rationnelle. C'est aussi une décision très émotionnelle, une décision psychologique. Et comme je l'ai déjà dit, il y a un véritable calcul à faire pour savoir ce qui est le plus dommageable pour l'unité interne de l'Ukraine. Est-ce d'accepter l'accord ou de ne pas l'accepter? En ce qui concerne les Européens, eh bien, je pense que le consensus européen en faveur de la poursuite de la guerre est en train de se désintégrer. Mais pour le moment, au niveau des dirigeants, cela semble encore être la position. Maintenant, comment expliquer cela? Eh bien, je pense qu'on peut en partie l'expliquer par le fait qu'il existe beaucoup de pensées magiques chez les Européens quant à la réalité de la situation sur le champ de bataille, à la solidité de la position de la Russie et aussi à la stabilité du régime de Poutine. Je crois qu'ils continuent à percevoir la position russe comme bien plus faible qu'elle ne l'est peut-être en réalité. Et si elle peut être encore affaiblie en poursuivant la guerre, cela aidera l'Ukraine lors de futures négociations. Ce genre de pensée illusoire. De plus, tous ces responsables politiques européens ont investi une quantité énorme de capital politique dans la position qu'ils ont adoptée sur l'Ukraine. Si tout cela devait se terminer sur la base d'une paix largement dictée par les exigences russes, ce serait pour eux un énorme revers politique. Et leur position dans leur propre politique intérieure est déjà suffisamment faible. C'est donc une confirmation d'un vœu pieux. Et aussi, vous savez, du fait qu'ils deviennent prisonniers de leur propre rhétorique politique et idéologique à l'égard de la Russie et de Poutine. Ainsi, lorsqu'ils avancent toutes ces affirmations du genre, eh bien, une fois que Poutine aura l'Ukraine, les États baltes seront les prochains, ou il y aura une guerre future avec la Russie. Toutes ces affirmations complètement absurdes, aussi ridicules soient-elles, je pense qu'il y a probablement un élément de croyance sincère en elles, peu importe à quel point la réalité peut les contredire. Il existe ce type de conviction, du moins parmi les éléments les plus fanatiques et anti-russes de la politique européenne. L'un des termes que nous avons entendus à maintes reprises de la part des Russes est dénazification et démilitarisation de l'OTAN. Penses-tu que dans ce nouveau plan, il parle de 600 000 soldats ukrainiens, troupes, peu importe ce que cela représente? Qui va payer pour cela, Jeff? En regardant l'économie de l'Ukraine aujourd'hui, s'ils veulent construire une armée, je ne sais pas. Maintenant, les Européens parlent de 800 000 soldats. Qui va payer pour cela? Le Royaume-Uni a-t-il une armée de cette taille? L'Allemagne? Le chiffre de 600 000, c'est bien ce qui est sur la table, non? Dans le plan tel qu'il a été publié.
Je m'attendrai à ce que ce soit l'un des éléments dont les Russes voudront discuter en détail. Mais oui, le point que tu as soulevé, c'est que les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre d'entretenir cela. Ils n'ont pas l'argent. La seule façon dont cette armée pourra être maintenue, c'est si les Européens la financent, n'est-ce pas? Et ce genre de situation sera complètement inacceptable pour les Russes. Les Russes veulent que l'Ukraine soit neutre, un État neutre. Ils ne veulent pas qu'elle ait de relations, que ce soit avec l'UMEIR, l'OTAN ou autres, qui créent une quelconque dépendance entre l'Ukraine et ses acteurs extérieurs. Je ne pense pas qu'ils accepteront une politique de ce genre. Mais en même temps, je pense que les Russes seront prêts à accepter que l'Ukraine dispose d'une armée de taille raisonnable, n'est-ce pas? Une armée avec laquelle elle puisse se défendre. Et vous savez, qui lui donne, dans le cadre de son identité, un sentiment indépendant de sécurité. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement contre la Russie que l'Ukraine pourrait avoir besoin de se défendre à l'avenir. Il y a d'autres pays dans la région où existent divers différends, des griefs historiques. Vous savez, avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, il n'est pas déraisonnable pour une Ukraine neutre de soutenir qu'elle a besoin d'une armée de taille raisonnable pour se défendre à l'avenir, afin de pouvoir protéger sa neutralité. Donc, je ne sais pas quel sera le chiffre réel. Je ne suis pas sûr. 600 000 me semble un peu élevé. J'ai été un peu surpris quand j'ai vu ce chiffre. Je serais étonné que les Russes aient accepté 600 000. Je pense que c'est peut-être quelque chose que les Américains ont proposé. Mais certainement, vous savez, 2, 3, 400 000 soldats. Cela me semble tout à fait possible. Ainsi, une Ukraine neutre aurait une force armée assez importante. Même si elle n'en compte que 400 000, je pense que ce serait encore la plus grande armée d'Europe. Je ne pense pas qu'il y ait actuellement en Europe une armée plus grande, même avec 400 000 hommes. D'accord. Donc les Russes veulent la neutralité, avec tout ce que cela implique en termes de démilitarisation significative de l'Ukraine. Mais d'un autre côté, les Ukrainiens veulent disposer de leurs propres forces de défense pour protéger leur neutralité et leur position d'État souverain. Et je m'attendrais, il me semble, qu'il devrait être possible de parvenir à une sorte de compromis sur la manière dont cette partie de l'accord de paix pourrait être mise en œuvre. Vous avez dit que les Européens ne sont pas si importants en ce qui concerne l'accord entre l'Occident et l'Ukraine, ou la Russie. Mais comment se fait-il que le président des États-Unis n'ait, jusqu'à présent, rien accompli? Vous savez, nous approchons d'une année. Il a parlé aux Russes en Alaska, comme vous l'avez mentionné. Et avec le nouveau plan qui est sorti, c'est en quelque sorte. Quand j'ai dit qu'ils ne sont pas importants, je voulais dire qu'ils ne le sont pas en relation avec. Des négociations sont en cours, mais dans ce processus, ils ont en réalité été mis à l'écart. Pourquoi cela, Geoff? Parce qu'ils ne veulent pas la paix. Ils veulent que la guerre continue. Les Américains veulent la paix. Ils veulent un processus de paix. Ils veulent un accord. Les Européens sont plus obstructifs que constructifs dans ce processus. D'accord. Mais plus généralement, oui, les Européens sont importants. Parce que sans les Européens, Jeff, les États-Unis ne sont pas dans cette région. Les Européens se trouvent dans cette région. Les Européens vont s'occuper de l'Ukraine, je vais le dire clairement. S'il n'y avait pas la position européenne, n'est-ce pas? C'est bien la position européenne qui fera la différence quant à savoir si l'Ukraine décide ou non de continuer à mener la guerre. Sans le soutien européen, l'Ukraine n'aurait en réalité absolument aucun autre choix que d'accepter l'accord proposé, quel qu'il soit. Les Européens sont donc très importants à cet égard.
il joue également un rôle essentiel en ce qui concerne toute la question des avoirs gelés de la Banque centrale russe, n'est-ce pas? Parce que la majorité de ces avoirs se trouve en Europe, en Belgique en particulier. Et une partie du plan, ce qu'on appelle le plan de paix en 28 points, prévoit que ces avoirs seront dégelés et restitués à la Russie. Mais en même temps, la Russie accepterait d'allouer une partie de ses avoirs restitués à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Eh bien d'accord, mais cela dépend des Européens. Ce sont les Européens qui doivent contrôler toute la question des avoirs de la Banque centrale de Russie en Europe. Et puis, la troisième raison pour laquelle les Européens sont importants, c'est que, bien sûr, une partie de l'ensemble du dispositif consiste en une renégociation de l'ordre de sécurité européen en relation à la fois avec la Russie et l'Ukraine. Et évidemment, c'est un ordre de sécurité européen. Les Européens devront donc l'approuver, y participer. En réalité, les Européens sont donc très importants pour la suite. La seule chose que je dirais, c'est que s'il y a un accord conclu et que nous avons une certaine paix, je pense que c'est à ce moment-là que la position européenne commencera à s'effriter. Je pense qu'alors, la politique européenne commencera à évoluer, n'est-ce pas? Et nous obtiendrons sans doute des avancées sur les questions dont j'ai parlé. En réalité, dans une perspective globale et à long terme, l'Europe est essentielle à la possibilité d'instaurer une paix stable et durable, tant en ce qui concerne l'Ukraine que les relations de l'Europe avec la Russie. Je ne sous-estime pas l'importance de l'Europe à cet égard. Je dis simplement qu'elle n'a pas beaucoup de poids dans les négociations actuelles entre les Russes, les Américains et les Ukrainiens, car je pense que tout ce qu'elle peut apporter, c'est de l'obstruction. Et les Américains ne sont pas disposés à tolérer cette obstruction. Et bien sûr, c'est un autre élément qui semble avoir changé dans la position américaine. Bien sûr, ce qui a contribué à l'échec du sommet de l'Alaska, dans le sens où aucun accord n'a été conclu en Alaska, c'est le rôle joué par les Européens, n'est-ce pas? Mais il semble que Trump et son administration aient été déterminés à faire face à l'obstructionnisme européen. Donc vous savez, les Européens ont eu leur mot à dire, mais ils n'ont pas été invités en Floride, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été conviés à Washington, comme la dernière fois. Il semble donc que Trump et son administration aient pris des décisions assez fondamentales, à savoir qu'ils vont tenir les Européens à distance jusqu'à ce que cet accord potentiel se concrétise. Et c'est à ce moment-là qu'ils reprendront contact avec les Européens et les impliqueront beaucoup plus dans le processus de règlement de paix qu'ils ne le sont actuellement. Penses-tu que d'ici l'année prochaine, nous parlerons encore des mêmes problèmes en Ukraine ou qu'il se sera passé quelque chose d'important? Et comment vois-tu le processus évoluer? Parce qu'à chaque fois que Donald Trump traite avec les Européens, il envoie Marco Rubio en Europe, puis il envoie, tu sais, Steve Witkoff en Russie. Comment perçois-tu les politiques de Donald Trump? Eh bien, il n'est pas si inhabituel que des dirigeants politiques fassent appel à des envoyés spéciaux pour traiter certaines questions et certains problèmes, plutôt que de tout faire passer par le ministre des Affaires étrangères. Poutine a lui aussi ses envoyés spéciaux. Des représentants spéciaux qui ont participé à ce processus et ont discuté avec Witkoff de ces propositions qui ont émergé. Donc, ce n'est pas une situation si inhabituelle. Mais oui, je pense que c'est assez significatif que Witkoff soit allé à Moscou de son propre chef avec Jared Kushner, n'est-ce pas? Et Rubio n'est pas là. Je ne suis pas sûr, cela peut être significatif, car Witkoff semble avoir une bien meilleure compréhension et davantage de sympathie pour la perspective russe que Rubio. Et il semble en aller de même pour Jared Kushner.
And the same seems to apply to Jared Kushner. So it seems to me that if there is a... Il me semble donc que s'il y a un signal, et il n'y en a peut-être pas, mais s'il y en a un, le signal que Trump envoie lorsqu'il dépêche Witkoff et Kushner à Moscou pour régler les détails du plan de paix avec Poutine, sans que Rubio les accompagne, c'est là que réside le signal. Le message que j'en tire, s'il y en a un, c'est que Trump est très sérieux à propos d'un accord de paix, qu'il veut vraiment faire ce qu'il faut pour parvenir à un accord avec les Russes. Mais il faut rester prudent. On parle beaucoup du fait que Rubio serait au fond un néoconservateur. Il joue le jeu parce qu'il le doit, parce que s'il ne le faisait pas, Trump le renverrait. Mais il ne croit pas vraiment en ce processus de paix ou en cet accord de paix, et il préférerait de loin adopter une position plus ferme envers la Russie. Je ne sais pas, ce genre de choses peut être vrai. Mais d'un autre côté, c'est peut-être, vous savez, bien plus complexe. En coulisses, la situation pourrait être bien plus compliquée que ce que les gens imaginent. L'une des choses que j'ai apprises en tant qu'historien, c'est que ce que l'on lit dans les journaux ou entend dans les médias n'est pas la même chose que ce qui se passe réellement en privé, à huis clos, au sein du gouvernement. Les positions que les gens adoptent, ainsi que les divergences et les conflits qui surviennent inévitablement dans les processus d'élaboration des politiques, sont souvent très différents de la manière dont les médias les interprètent. Donc, il ne m'est pas personnellement évident que Rubio soit un élément entièrement négatif dans ce processus. Tu vois? Il est juste, tu sais, peut-être un peu plus prudent, non, que Witkoff et Kushner. Peut-être qu'il est plus en phase avec la politique intérieure des États-Unis et les pressions, tu vois, parce qu'il y a encore un lobby très très fort pro-Ukraine et anti-Russie à l'œuvre aux États-Unis. Mais on verra. Enfin, encore une fois, nous comprendrons très bientôt de quoi il retourne. S'il y a un aboutissement à ce processus, alors il sera très clair où se situe Rubio par rapport à celui-ci, ainsi que la position des autres partisans vis-à-vis de ce possible accord de paix. Je crois vraiment que l'Europe détient en elle-même la solution à la guerre en Ukraine. Regardez l'Autriche, regardez la Suède et la Finlande avant leur adhésion à l'OTAN. Ce sont les meilleurs exemples d'États neutres, la taille de l'armée, l'attitude de l'État. Regardez l'Autriche. Pourquoi devrait-il emprunter une autre voie? Je ne sais pas. Il recherche quelque chose de totalement indiscipliné, irrationnel. Personne n'y croirait. Vous savez, renforcer une armée, regardez la population de l'Ukraine, passer de 57 millions d'habitants à 30, peut-être 25 millions aujourd'hui. Ce pays a trop souffert pendant ces 4 années de conflit. Et pourtant, nous parlons encore d'une armée future, que la Russie considère comme une menace pour elle. Alors, quel serait le résultat de cela? Voulez-vous une Ukraine prospère, une Ukraine qui va s'améliorer pour ses citoyens, ce qui serait bénéfique pour les personnes vivant en dehors de l'Ukraine et susceptibles de revenir? Il n'y a pas de solution dans l'esprit des Européens, à mon avis. Ils ne savent pas comment gérer la situation. Ils ne veulent pas savoir comment traiter le cas de l'Ukraine. Parce que la Russie sait ce qu'elle veut. Vous savez, nous parlions du conflit en Ukraine. Comparez ce que dit la Russie aujourd'hui à ce qu'elle disait l'année dernière. C'est la même chose. Ils ne changent pas de discours à chaque fois. Regardez l'Occident. Nous ne savons pas ce que l'Occident veut. Je parle des Européens, nous savons. Mais Donald Trump ne veut pas de guerre en Ukraine. Bien sûr. Oui. Je veux dire, la guerre aurait pu être complètement évitée. Bien sûr, s'il y avait eu une discussion sérieuse sur les propositions de sécurité russes avant l'invasion de février. La guerre aurait pu être arrêtée à la suite des négociations de paix d'Istanbul. Mais les Européens, et les Américains aussi,
en réalité, sont intervenus dans ce processus et ont encouragé les Ukrainiens à continuer de se battre. Elle aurait pu être arrêtée en 2022. Je veux dire, l'accord dont on parle aujourd'hui est en termes d'aspects sécuritaires et territoriaux essentiellement très similaire à ce que Poutine avait proposé dans son discours de juin 2022. Donc la guerre aurait pu se terminer à cette époque. Mais les Ukrainiens, avec le soutien américain et européen, ont décidé de continuer à se battre. Oui, et la guerre pourrait prendre fin à la suite de ce processus, ce soi-disant processus de paix. Mais encore une fois, nous nous retrouvons dans une situation où les Européens affirment être en faveur de la paix, tout en y mettant toutes sortes de conditions. Et ils continuent à tenir un discours qui montre clairement qu'ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas d'une paix réaliste, fondée sur une approche pragmatique. Oui, ils préféreraient continuer le combat, ou du moins que l'Ukraine continue à se battre et subisse des dégâts encore plus catastrophiques, plutôt que de conclure un compromis de paix avec les Russes. Pourquoi est-ce leur position? C'est la question. Tout le monde aimerait le savoir, mais je pense que cela revient au fait qu'ils croient peut-être réellement à cela. Ils considèrent la Russie comme une menace fondamentale. Et vous savez, ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour vaincre cette menace, y compris, si nécessaire, sacrifier l'Ukraine dans une guerre par procuration avec la Russie, afin d'affaiblir la Russie, de renforcer leur propre position par rapport à elle, peut-être, vous savez, de se débarrasser de Poutine, de déstabiliser la Russie intérieurement, ce genre de choses. C'est ce type de raisonnement qui a guidé leur politique jusqu'à présent. Vous savez, l'ancien commandant de l'armée ukrainienne et ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, Zaluzhny, a déclaré qu'il avait appelé au déploiement d'armes nucléaires en Ukraine comme l'une des prétendues garanties de sécurité. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'il devrait être abattu, car, bien sûr, il n'est pas le seul à avoir fait cette suggestion. Je veux dire, John Mearsheimer, par exemple, c'était son point de vue concernant l'Ukraine. Selon lui, l'Ukraine aurait dû conserver ses armes nucléaires. Mais il n'était pas ukrainien. Oui, eh bien, c'était justement le but. Ils étaient soviétiques et ils étaient inutiles parce que les Ukrainiens ne pouvaient pas les utiliser. Et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Donc je dis simplement que ce n'est pas forcément une proposition si choquante. Mais la signification de l'affaire Zaluzhny est en réalité assez importante, je pense. Je veux dire, d'accord, il y a eu cette interview ou cet article qu'il a écrit pour le Daily Telegraph, également une interview d'ailleurs, mais il y a un texte beaucoup plus long qu'il a publié tout récemment, il y a quelques jours, sur l'état de la guerre et ce genre de choses. Et ce que cela semble indiquer, c'est qu'il se lance dans la course pour être candidat à la prochaine présidence de l'Ukraine. C'est donc un signe qu'il pense que le temps de Zelensky, le régime de Zelensky, touche à sa fin. Et bien sûr, ce sera l'acte final, le résultat de ce processus. Il se peut que ce processus, combiné à toutes ces enquêtes sur la corruption en cours en Ukraine, conduise à la fin de la présidence de Zelensky. Il pourrait partir volontairement, ou peut-être sera-t-il poussé dehors. Ou peut-être même que Zelensky acceptera l'accord américain comme moyen de consolider son régime et ses propres perspectives personnelles pour l'avenir. Il y a donc beaucoup de complexité dans la situation à laquelle nous faisons face. Pensez-vous que les changements en Ukraine pourraient aider quand on parle de l'administration Zelensky s'ils ont, disons, dans Dans 6 mois, il y aura de nouvelles élections en Ukraine. Comment cela va-t-il changer le ton du gouvernement ukrainien?
et peut-être faciliter le processus de négociation. Parce que je ne vois pas cela se produire avec la position actuelle des Ukrainiens, soutenue par les Européens. Donald Trump. Eh bien, peu importe vraiment ce que Donald Trump ferait, car l'Europe, à mon avis, a trouvé d'une certaine manière le moyen de le gérer. Lui et son administration aux États-Unis. Ils poursuivent le conflit en achetant de nouvelles armes aux États-Unis et en les envoyant en Ukraine. Parce qu'ils soudoient, du moins c'est ainsi que cela me paraît, les États-Unis simplement pour maintenir le conflit en Ukraine. En même temps, ils parlent de la militarisation de l'Europe. Jeff, qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe aujourd'hui, la militarisation de l'Europe? Et quelle sorte de menace vient de la Russie, ou même de la Chine, pour l'Europe? D'accord, oui, mais concentrons-nous simplement sur ce dont nous parlons. Les perspectives de paix, ce processus de paix, ces négociations de paix, n'est-ce pas? Et c'est extrêmement compliqué quant à la manière dont cela est censé se dérouler. Parce que, d'accord, on peut obtenir un accord russo-américain et les Ukrainiens pourraient volontairement, ou sous la pression des Américains, accepter cet accord, n'est-ce pas? Mais comment le mettons réellement en œuvre? Et comment garantir qu'il sera durable, compte tenu de la politique intérieure de l'Ukraine? Peut-on réellement mettre en œuvre un tel accord avant un changement politique en Ukraine? Parce que si l'on parle d'élections et ainsi de suite, alors la mise en œuvre de l'accord est dans plusieurs mois, n'est-ce pas? Avant d'en arriver réellement à ce point, en attendant, la guerre continue. Parce que bon, peut-être pas. Je veux dire, peut-être pas. Peut-être que la guerre... En fait, peut-être que je me trompe à ce sujet. Peut-être que la guerre pourrait prendre fin, car la condition fondamentale du côté russe pour déclarer un cessez-le-feu, n'est-ce pas, c'est que les Ukrainiens doivent retirer leurs forces du Donbass. Poutine a dit que c'était le point essentiel de ses propositions du 24 juin. Il a déclaré que si les Ukrainiens retiraient leurs forces du Donbass, la Russie garantirait la sécurité de ce retrait, et qu'aussitôt ces forces retirées, il y aurait un cessez-le-feu. Et ce même point figure en fait dans le plan en 28 points. Je crois même que c'est peut-être le point 28 en réalité. Le même point. Donc si le régime actuel, Zelensky ou le gouvernement, ou quelle que soit sa forme, pouvait réellement, vous savez, accepter l'accord et ordonner le retrait de ses forces du Donbass, alors en fait, la guerre pourrait prendre fin, au moins temporairement, sur la base d'un cessez-le-feu. Mais que se passera-t-il ensuite à l'intérieur même de l'Ukraine? Que va-t-il arriver à Zelensky, à son régime? Quel nouveau régime émergera de l'immense bouleversement qui suivra la fin de la guerre? Et quel type de gouvernement, quel type de direction sera-t-il? Sera-t-il disposé à poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix conclu, ou s'y opposera-t-il? Ou bien reviendrons-nous à une situation de conflit? Alors, d'accord, oui, je pense qu'il y a des perspectives raisonnables pour que ce processus réussisse et qu'il puisse mener assez rapidement, peut-être, à une sorte de cessez-le-feu. Mais savoir si cela conduirait à une paix durable reste, à mon avis, incertain. Oui. Donc d'accord, tu as dit que nous en avons discuté ces 4 dernières années. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances que la guerre elle-même prenne fin dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Cependant, la crise, le conflit, cela pourrait se prolonger bien plus longtemps, peut-être pendant de nombreuses années encore. Donc oui, peut-être que nous aurons encore beaucoup à en discuter à la même époque l'année prochaine. Il pourrait y avoir la paix, mais nous parlerons toujours de la guerre, ou du moins de la perspective d'une reprise de la guerre et du conflit en lien avec l'Ukraine. Mais espérons que non. Oui, espérons que non. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous. Comme toujours, merci. Merci. Thanks.